Très bien, je pense qu'on a commencé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Je suis Pascal Durand, directeur du premier recours et des projets à l'Agence régionale de santé, représentant Pierre Ricordeau, le directeur général qui malheureusement ne peut pas participer à cette réunion ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir avec beaucoup d'attente le professeur Fischer, le monsieur vaccination de notre ministère pour ouvrir ce webinaire sur la vaccination anti-Covid, sachant que vous intervenez, professeur, dans une région où certes les taux d'incidence, fort heureusement, ne sont pas au pic par rapport à d'autres régions, donc ça c'est plutôt satisfaisant pour nous. Par contre, sur le sujet de la vaccination et notamment de la vaccination utilisant le vaccin AstraZeneca, on a reçu des données hier qui nous placent très bas dans le classement des utilisateurs de ce vaccin. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé pertinent de pouvoir inviter tous les professionnels de santé de la région, tant du côté libéral que hospitalier, pour avoir un point de situation, des explications, des données scientifiques et pouvoir nous rassurer sur l'utilisation notamment de ce vaccin et peut-être promouvoir largement son utilisation dans notre région. J'en profite juste en introduction avant de vous passer la parole de remercier vivement l'URPS Médecins pour tout le support d'organisation technique et d'invitation pour cette réunion. Vraiment un grand merci pour toute l'efficacité dans cette organisation et également dans la modération des échanges qu'il y aura avec les participants, puisque le docteur Bensoussan, président de l'URPS, assurera la transmission des questions à l'issue de votre présentation. Professeur, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci de votre invitation et je pense que ça vaut la peine que nous ayons, je l'espère, du moins cet échange avec vous tous. Je suis impressionné par le nombre qui indique évidemment une grande attente. Donc j'espère être à la hauteur de cette attente. Donc je précise, moi je préside le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, hein, qui est un organisme qui conseille le gouvernement. Nous ne prenons aucune décision sur rien. Nous sommes des conseillers scientifiques, aussi sur des questions sociétales, par exemple sur les questions de communication autour de la vaccination. Et donc nous travaillons en étroite interaction avec les autorités gouvernementales, mais aussi les différentes agences nationales et aussi les ARS. Il y a eu pas mal de contacts déjà avec plusieurs ARS pour différents points. Alors, cette stratégie vaccinale, comme vous savez, elle est absolument cruciale et c'est quand même la stratégie de loin qui nous donne le plus d'espoir de sortir un jour de cette pandémie, même si évidemment les thérapeutiques sont intéressantes et il y a quelques avancées qui devraient réduire encore, j'espère, la mortalité, dans une certaine mesure la morbidité, et qu'évidemment le maintien des gestes barrières sont indispensables, au moins dans la période actuelle. Donc la vaccination, elle s'est développée d'une façon extraordinairement rapide. Alors, certains le critiquent, malheureusement, on peut y revenir si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'en une année, c'est une prouesse extraordinaire, tant sur un plan scientifique, industriel, économique et politique. Il y a eu tous ces intervenants. Des vaccins ont été mis au point, et des vaccins, comme on va le voir dans un instant, qui sont extraordinairement efficaces et sûrs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs types de vaccins, et c'est bien qu'il y ait cette diversité. C'est un facteur qui augmente les chances de succès, en s'adaptant éventuellement si nécessaire, on verra plus tard en fonction des populations. Comme vous le savez, la première génération de vaccins qui sont arrivés sont des vaccins dits à ARN messager, qui est une stratégie un peu nouvelle, pas totalement nouvelle parce qu'elle a déjà été utilisée dans le domaine du cancer, mais enfin, ou assez simple finalement, c'est juste l'ARN messager qui code pour la protéine spike, qui est à l'extérieur du virus, qui est injecté dans des nano-gouttelettes lipidiques en intramusculaire à 2 reprises, comme vous le savez, à 4 semaines d'intervalle, et qui induisent à partir de la synthèse de la protéine, à partir de l'ARN messager, dans les cellules du système immunitaire, une réponse immunitaire qui est efficace. On a les résultats des études de phase 3 faites par la société Pfizer d'une part, la société Moderna d'autre part, montrent que ces vaccins permettent de protéger
On peut prendre tous les critères d'ailleurs que l'on veut, sur le nombre de cas, les hospitalisations, et même maintenant il y a des données sur les décès de façon très très forte, 80-90%. Les données en vie réelle de vaccination en Israël, vous savez qu'Israël a développé la vaccination de façon massive et rapide, et ils ont utilisé le vaccin de Pfizer, et les données d'efficacité sont au-delà de 90% sur tous les critères, évidemment à court terme pour l'instant, puisque cette vaccination a débuté fin décembre. Mais enfin, c'est extrêmement encourageant, et la très bonne nouvelle aussi, c'est que ces vaccins sont efficaces chez des personnes âgées, jusqu'à 80 ans et au-delà, sans perte d'efficacité par rapport à ce qu'on obtient chez des personnes plus jeunes, et qu'il est globalement bien toléré. Il y a juste un souci avec ce vaccin, qu'il ne faut pas méconnaître, mais qui est exceptionnel, ce sont des chocs anaphylactiques, qui surviennent à peu près une fois pour 100 000 injections. Donc c'est très rare, mais ça existe. Donc qui implique une injection d'adrénaline immédiate, mais qui surviennent essentiellement chez des gens qui ont des antécédents de ce type de choc anaphylactique, c'est-à-dire des gens qui ont en permanence avec eux un stylo permettant d'injecter de l'adrénaline. Il y a assez peu de personnes qui sont dans cette situation, mais il faut les connaître. Donc ça, c'est pour les vaccins à ARN, donc qui ont été en France sont utilisés depuis fin décembre. En tout premier lieu, ça a été dans les maisons de retraite, les EHPAD, comme vous savez, avec un très beau succès, plus de 80%. C'est remarquable, hein, vu la complexité de cette affaire en termes de logistique, vu les conditions de conservation de ces vaccins, ont été vaccinés. Donc ça, puis les professionnels de santé, ça a commencé par les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans, puis étendu à des patients à très 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 haut risque de Covid, par exemple des malades cancéreux en cours de chimiothérapie ou des transplantés d'organes et quelques autres groupes. Puis simultanément, à vrai dire, à partir du 18 janvier aux personnes âgées de plus de 75 ans, 5 millions de personnes. Donc ça, c'était l'indication initiale, je vais y revenir, du vaccin Pfizer, et donc vaccination se faisant soit en EHPAD pour les personnes en EHPAD, soit en centre de vaccination compte tenu des contraintes logistiques de ce vaccin. Deuxième classe de vaccins, donc c'est celle qui va nous occuper le plus ce soir, je pense. Ce sont les vaccins fondés sur des vecteurs adénoviraux, c'est-à-dire que vous savez que les adénovirus sont des virus banaux qui donnent des infections banales, si je puis dire, enfin, bénignes de la sphère ORL, qui sont très très nombreux. On a tous été infectés multiplement par ces virus. Et donc là, ce sont des virus, c'est ce type de virus, soit humain, soit venant du singe. Pour l'AstraZeneca, c'est un virus de chimpanzé, qui ont été inactivés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se répliquer, il ne peut pas y avoir de fabrication de virus une fois qu'ils ont été injectés, et modifiés de telle manière qu'ils contiennent le matériel génétique qui permet de fabriquer à nouveau la protéine spike et d'immuniser les gens contre la spike. Et donc là aussi, il y a 2 injections à faire, simplement à des intervalles de temps qui n'ont rien à voir avec le vaccin ARN, puisque maintenant on sait que l'intervalle de temps tel qu'il est recommandé depuis 7 semaines par la Haute Autorité de Santé, c'est 12 semaines. C'est dans ces conditions qu'il marche le mieux. Première injection, on attend 12 semaines pour la seconde injection. Ces vaccins adénoviraux, ils sont pas nouveaux. Ils sont relativement nouveaux, mais ils ont déjà été utilisés en Afrique de l'Ouest avec grande efficacité pour contrôler les épidémies d'Ebola. C'est le premier grand succès de ces vaccins, c'est le contrôle d'Ebola ces dernières années, et ça a très bien marché. Et dans les populations africaines qui ont été vaccinées, il n'a pas été observé d'effets secondaires notables, ni à court terme, ni à moyen terme. Donc il y a une expérience passée, et c'est important évidemment à considérer. Alors, il y a aujourd'hui un vaccin de ce type qui est disponible en France depuis la fin janvier, qui est le vaccin de la société AstraZeneca, qui a été initialement développé par l'université d'Oxford. Et il y en aura d'autres. En avril, nous devrions disposer d'un vaccin par un autre adénovirus de la société Janssen ou Johnson & Johnson, qui est en train d'être homologué, dont probablement les premières doses arriveront en avril. Et puis peut-être nous aurons les vaccins russes, qui sont aussi de la même famille, le fameux Sputnik. Ils utilisent deux virus légèrement différents pour les 2 injections. J'ai oublié de dire, pour Janssen, il est possible qu'il n'y ait qu'une seule injection. Enfin, ça, on verra. Ce sera des discussions pour le mois d'avril, le mois de mai, enfin, pour l'été prochain. Le vaccin russe, ils utilisent pour les 2 injections 2 virus un tout petit peu différents, qui ont donné plutôt des bons résultats d'efficacité et de tolérance apparemment. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, les Russes avaient déposé un dossier à l'Agence européenne du médicament. Donc ça veut dire qu'ils ont une volonté d'éventuellement de délivrer ce vaccin aussi en Europe. Donc il n'est pas exclu
qu'à un moment ou un autre, ce vaccin soit disponible en France. Donc, 3 vaccins de la même famille, et je vais y revenir. Avant d'y revenir, juste vous mentionner qu'il y aura bientôt, dans quelques semaines, mois, une 3e famille de vaccins qui va être disponible, qui sont une formulation plus classique des vaccins, qui sont fondés sur protéines, toujours la fameuse protéine spike, associée à un adjuvant. Donc c'est vraiment une technologie plus classique de la vaccination qui est utilisée pour bien d'autres vaccins. Donc c'est la stratégie de la société Sanofi, malheureusement, qui a pris du retard. Donc il n'y aura pas de vaccin de ce type avant la fin de l'année. Mais il y a une société américaine, Novavax, qui a également un produit de ce type, dont les premiers résultats commencent à arriver et qui a l'air efficace. Et on peut penser que nous disposerons d'un peu de vaccin Novavax quelque part au printemps. Je ne sais pas exactement quand. Ce qui veut dire qu'à terme, disons début d'été, on aura probablement au moins 6 préparations vaccinales différentes à notre disposition. Et c'est vraiment pas du luxe, étant donné les besoins. Alors, spécifiquement, le fameux vaccin de la société AstraZeneca qui a secoué un tout petit peu les médias et le corps médical et beaucoup d'autres personnes, excusez-moi. Je vais vous parler successivement de son efficacité et de sa tolérance. Il y a eu un certain nombre de bruits autour de son efficacité lorsque les résultats scientifiques ont été publiés, parce que les chiffres annoncés paraissaient un peu inférieurs en termes d'efficacité, de protection contre la maladie, à ceux obtenus avec les vaccins ARN. Donc certains ont franchi un peu vite le pas à dire oui, c'est un vaccin, disons, de 2e catégorie et de remplacement, si on veut, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas exact, parce que plus les données se sont complétées, plus il s'avère, et je vais vous donner les données précises, qu'en fait, je vous donne la conclusion avant les résultats, c'est que l'efficacité des vaccins AstraZeneca, l'efficacité est exactement superposable à l'efficacité des vaccins ARN. Alors, dans les essais cliniques phase 3 de la société AstraZeneca, qui ont été un peu compliqués parce qu'ils ont eu quelques variations malheureuses, on va dire, néanmoins, on avait déjà l'information qu'après la première dose, 21 jours après la première dose, jusqu'à 90 jours après la première dose, donc là on arrive au moment de la seconde dose, le taux de protection est de 76%, ce qui est pas mal. Et après la seconde dose, si on l'administre à 12 semaines, la protection monte à 82%, ce qui est quand même bien. Et en termes de protection, ce qui est le plus important quand on est forme grave de la maladie, c'est 90% de protection. On est au même niveau qu'avec les vaccins ARN. Et encore plus convaincants sont les données qui ont été obtenues la semaine dernière, d'abord venant d'Écosse, puis d'Angleterre. Vous savez sans doute que les Britanniques utilisent ce vaccin depuis tout début janvier, donc avant nous. Ils l'ont utilisé de façon assez massive. En Écosse, au 15 février, donc maintenant il y en a sûrement un peu plus, il y avait environ 500 à peu près, 500 000 Écossais qui ont reçu ce vaccin, de tous âges, mais plutôt des personnes âgées, parce qu'ils ont commencé par vacciner les personnes âgées comme nous, sauf qu'ils ont délibérément choisi d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Mais ils ont aussi utilisé le vaccin Pfizer. Donc, il y a des données qui sont accessibles, le papier est accessible sur l'Internet, qui montrent que l'efficacité, forcément à court terme, on n'a pas de recul, mais à 28-35 jours après la vaccination, du vaccin AstraZeneca et du vaccin Pfizer est la même. On tourne autour de, ça dépend des chiffres anglais et écossais, mais évidemment il y a toujours un petit peu de variation, autour de 80-90% d'efficacité. Et ceci est évalué par exemple sur les hospitalisations, donc des formes relativement sérieuses. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que cet effet, il est observé chez les personnes âgées, sans différence entre les deux vaccins, donc jusqu'à 75 ans et au-delà, 80-85 ans. Donc là, on a des informations qui sont fondées non pas sur quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes vaccinées, mais sur des centaines de milliers de personnes vaccinées. Et ces données sont confirmées par une étude anglaise, en fait, maintenant même par 2 études anglaises. Il y a une étude anglaise un peu importante, puis une plus petite venant de la ville de Bristol, dont on a eu les résultats aujourd'hui. Donc tout ceci est complètement concordant pour conclure, encore une fois, que ce vaccin est aussi efficace, je répète, aussi efficace que les vaccins de type Pfizer. Alors immédiatement vient la question qui est légitime et majeure, quid de l'efficacité sur les variants, puisque c'est un sujet de préoccupation qui nous occupe tous. Alors la Grande-Bretagne, par définition, est le lieu où les variants dits anglais a diffusé, et il se trouve que cet après-midi, j'étais en conférence téléphonique avec le médecin écossais épidémiologiste qui a fait l'analyse des vaccinations écossaises, et je lui ai demandé quelle était la prévalence du variant dit anglais
en Écosse pendant la période où vous avez vacciné? Réponse 96%. Donc clairement, il n'y a que ça. Nous, on n'est pas encore à 90, on est à 50. Enfin, ça dépend des régions de France, mais enfin, il est en train de prendre le dessus presque partout. Et donc, c'est dans le contexte où le variant anglais, entre guillemets anglais, a pris le dessus et qui est plus contagieux, comme vous le savez, que la souche initiale, prédomine, et de très loin que ce vaccin est efficace. Donc, pas de souci avec le variant anglais. Ok, mais vous allez me dire, il n'y a pas que le variant anglais, vous avez raison. Il y a aussi le variant dit sud-africain, dit brésilien, qui sont d'ailleurs presque les mêmes, et aujourd'hui, il y a le dit new-yorkais, qui est aussi presque le même. Le new-yorkais, il n'est pas encore arrivé chez nous. Le sud-africain est arrivé chez nous. Ces variants sont un peu plus embêtants parce qu'ils induisent une certaine résistance à l'immunité naturelle acquise contre le virus initial. Et il y a des gens, par exemple au Brésil ou en Afrique du Sud, qui ont fait une seconde infection, et on peut montrer que leur immunité développée après la première infection ne protège pas contre la seconde infection. Donc là, on se dit attention avec les vaccins. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le vaccin Pfizer? On n'a pas d'informations cliniques. On sait que le titre d'anticorps neutralisant des sujets vaccinés, lorsqu'on regarde contre les variants, est un petit peu plus faible, mais c'est pas dramatique. Pour le Pfizer, on n'a pas cette information en termes d'anticorps. Il y a une étude qui n'est pas satisfaisante, mais elle n'apporte pas grand-chose, qui est le fait qu'il y a 2000 jeunes Sud-Africains qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, et il a été regardé quel était le niveau de protection contre le Covid, et donc Covid sud-africain, avec là-bas leur variant est largement majoritaire, et il n'y a pas de protection, enfin 20% de protection, ça marche pas. Néanmoins, j'attire votre attention, et donc c'est variant sud-africain dont je parle. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de forme bénigne. Avec 2000 jeunes, on ne pouvait pas avoir de forme sévère. Il n'y a pas eu de forme sévère. Et on peut très bien avoir une situation où on a une protection contre une forme sévère, même si on n'a pas une protection contre une forme bénigne. Mais on n'a pas cette information. Ça, c'est le point de l'information. Il y a un élément rassurant, mais quand même assez indirect. Ce sont des données expérimentales chez l'animal. Le meilleur modèle de Covid, c'est chez le hamster, qui fait une maladie sévère, contrairement au singe, par exemple, ou à la souris. Et si on infecte des hamsters par le variant sud-africain après les avoir vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, on les protège. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça suffit pas, on peut pas le transposer avec certitude à l'homme. Donc là, il y a un petit élément de doute qui a conduit à une mesure que je vous indiquerai tout à l'heure, sur le seul endroit de France métropolitaine où il y a beaucoup de variants sud-africains, qui est la Moselle. C'est le seul endroit où ça chauffe un peu. Il y en a aussi beaucoup à Mayotte, à La Réunion. Il y en a pas du tout dans votre région. Enfin pas du tout. C'est 1, 2, 3%. Ce n'est pas un problème dans la région Occitanie, ni donc la plupart des régions, sauf Grand Est, Moselle, où du coup, par prudence, on a renforcé la vaccination Pfizer. Mais partout ailleurs, la question ne se pose pas. Donc la question des variants, même si elle doit être suivie de très très près, n'est pas aujourd'hui un obstacle à la vaccination par l'AstraZeneca, ni par le Pfizer, ni le Moderna, bien sûr. Voilà pour l'efficacité. Oui, je dirais les conclusions après en termes d'indication de la vaccination. La tolérance. Alors, il y a eu beaucoup d'émoi il y a 8-10 jours lorsque le vaccin AstraZeneca a été validé et qu'il a été proposé de l'utiliser pour vacciner les professionnels de santé. Donc, quand il a commencé à être vacciné, on s'est aperçu que des professionnels de santé jeunes c'est 20 à 40 ans environ, un certain nombre d'entre eux, on n'a pas une fréquence exacte, mais un nombre non négligeable, développent dans les 24-48 heures qui suivent une espèce de syndrome grippal avec de la fièvre, des maux de tête, des frissons. Enfin, ils sont pas bien. Et on peut mettre suffisamment pas bien pour que certains aient été en arrêt de travail. Et comme il y a eu des endroits où on a vacciné en même temps toutes les personnes d'un même service, par exemple à l'hôpital, ça a posé quelques soucis d'organisation des soins. Alors, c'est un fait et il faut en tenir compte. Et ça, c'est vrai que c'est plus fort avec le vaccin AstraZeneca. On le voit pas avec le vaccin Pfizer. Incidemment, je vous rappelle qu'avec le Pfizer, il y a les chocs anaphylactiques exceptionnels, certes, mais qu'on voit pas avec le vaccin AstraZeneca. Chez les personnes âgées de plus de 50 ans, cette réactogénicité forte, comme on dit, donc ces réactions, ces syndromes pseudo-grippaux, ne s'observent pas. Donc déjà, l'indication de ce vaccin, comme celle l'est aujourd'hui, j'y reviendrai dans un instant, chez les personnes âgées de plus de 50 ans, ne pose pas de problème de tolérance. Le seul problème de tolérance qui se pose, c'est pour les jeunes, donc pour l'instant, pour des professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette problématique? On ne peut pas ignorer, bien évidemment. Avant de dire ce qu'on peut faire, juste j'ajoute qu'il y a une hypothèse non démontrée à ce jour, mais plausible,
que cela survienne particulièrement chez des gens qui ont déjà fait un Covid. Et on sait que les gens qui ont déjà fait un Covid réagissent plus fort au vaccin. Et on sait d'ailleurs qu'il faut les vacciner une fois, pas deux fois, ça suffit une fois. Et c'est possible qu'il y ait un lien, même s'il n'est pas totalement démontré. Il y a une étude en cours là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux choses. Une à titre collectif, deux mesures de bon sens. La première mesure de bon sens, c'est ne pas vacciner le même jour toutes les personnes qui travaillent dans une même entité clinique pour pas se retrouver avec une difficulté organisationnelle. Et surtout, à titre individuel, c'est que les personnes qui se vaccinent prennent un comprimé de paracétamol juste avant la première dose de vaccination et le répètent toutes les 6 heures, pendant 24 ou 48 heures. Et l'expérience montre que c'est efficace, pas à 100%, mais ça atténue considérablement les symptômes et les rend beaucoup plus tolérables. Donc je pense que avec cette notion, en sachant en plus qu'il n'y a pas de séquelles, que c'est pas grave et qu'il n'y a pas d'autres problèmes d'écriage. C'est important de le rappeler. Donc ça veut dire que, aussi bien sur le plan de l'efficacité que de la tolérance, si on prend les moyens de la rendre plus acceptable, ce vaccin est un excellent vaccin, facilement administrable puisqu'il se conserve à 4 degrés. Donc, comme vous le savez, il est certes utilisable et il sera utilisé en centre de vaccination encore, mais il va être surtout, il est déjà, mais il va être, je l'espère plus demain, utilisé par les médecins généralistes, par les médecins du travail, mais aussi après-demain, dans 8 jours, ça va débuter, par les pharmaciens, qui sont assez bien placés, à vrai dire, notamment pour avoir des stocks et qui puissent garder et décongeler au fur et à mesure. Donc, dans ce contexte, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont sorties en début de semaine, dans le contexte que j'ai évoqué sur l'efficacité et la tolérance, c'est qu'aujourd'hui, ce vaccin, il est recommandé pour vacciner, tous les professionnels de santé, et comme vous le savez, il en reste beaucoup à vacciner, à peu près les 2/3 en France, ce qui est quand même un problème, parce que ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Il y a un vrai problème, là, et en plus, il y a un problème d'exemplarité à l'égard du public. C'est un problème vraiment sérieux, de mon point de vue. Je pense qu'il faut un effort maximal pour vacciner tous les professionnels de santé, pas que les médecins. Les médecins acceptent la vaccination, mais malheureusement beaucoup moins les infirmières, les aides-soignants et d'autres professionnels de santé, les kinés, etc. Ensuite, donc à côté des professionnels de santé, ce sont les personnes âgées de plus de 50 ans et sans limite d'âge maintenant, au-delà de 75 ans, 80, 85, qui, jusqu'à 75 ans, excusez-moi, c'est avec une comorbidité, surcharge pondérale, diabète, hypertension artérielle, etc. Ça représente 4,5 millions de personnes si on va de 50 à 75 ans. Mais ça peut être aussi les personnes âgées de plus de 75 ans, y compris les gens en EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, et d'ailleurs c'est intéressant ce que mes collègues de Grande-Bretagne m'ont dit exactement la même chose, on a la même vision, c'est qu'aujourd'hui, ces deux types de vaccins, ARN et vaccin à adénovirus, donc comme pour l'instant AstraZeneca, sont juste interchangeables en termes d'indication. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Ils sont pas interchangeables en termes de mode d'utilisation à cause des conditions de congélation, transport, etc. Donc il n'y aura pas de vaccin Pfizer chez les médecins généralistes, par exemple, c'est évident. Mais ils sont interchangeables en termes d'indication. Ça, c'est extrêmement important. Et donc jusque dans les EHPAD, l'immense majorité, c'est super, des résidents d'EHPAD ont été vaccinés, mais il en reste quand même quelques-uns. Et probablement, on pourra utiliser le vaccin AstraZeneca pour compléter ces vaccinations, ce qui sera plus simple que de revenir avec le flux dit A, qui est quand même assez compliqué, pour alimenter les EHPAD. Donc voilà. Donc ma conclusion, elle est simple. Ce vaccin AstraZeneca est un excellent vaccin. Il est aussi bon que le vaccin Pfizer et Moderna. Et si on veut réussir la campagne vaccinale en France, et on est à une étape clé qui est celle de l'introduction de la vaccination chez les médecins généralistes et demain chez les pharmaciens, il faut que ce vaccin soit utilisé, qu'on ne soit plus dans la situation où on est ce soir, où il y a des stocks de vaccins qui ne sont pas utilisés, c'est limite scandaleux. D'un côté, il y a des gens qui attendent la vaccination encore, qui n'ont pas réussi à être vaccinés, bon, moins qu'avant, mais il y en a encore. Et de l'autre, il y a des vaccins non utilisés. C'est incompréhensible. Si on n'est pas dans le bain à comprendre les détails, c'est juste totalement incompréhensible. Et je vais être un peu plus fort dans mes termes, absolument inacceptable. Je pense que c'est de notre responsabilité à nous tous, professionnels de santé, de faire en sorte que ces vaccins soient utilisés. D'abord pour nous-mêmes, il faut donner l'exemple. Je pense que si nous ne sommes pas collectivement exemplaires dans la vaccination, je ne vois pas comment on peut être convaincant à l'égard de la population, quel que soit l'âge des personnes, sur l'intérêt de se vacciner. Et vous savez que chez les plus jeunes, ça sera un peu plus difficile que chez les personnes âgées.
Et puis, c'est la bonne façon d'avancer au plus vite. Comme vous le savez, cette vaccination, c'est une course contre la montre, contre une maladie quand même très pernicieuse et le risque de nouveaux variants, etc. Donc, il faut gagner cette course contre la montre. A priori, et c'était légitime de la formuler, il n'y a pas de signal évoquant de poussée de maladies auto-immunes après ce vaccin, ni idem avec le vaccin AstraZeneca, il n'y a aucun signal de ce type. Par ailleurs, pardon, excusez-moi, je complète ma réponse, j'en profite, excusez-moi, pour dire que par ailleurs, dans les comorbidités qui indiquent la vaccination, il y a les maladies auto-immunes. Tous les sujets qui, à des degrés divers, sont immunodéprimés, sont sous traitement immunosuppresseur, sont un peu plus à risque que la population générale de faire un Covid sévère à âge égal. Donc, il y a indication à vacciner les sujets immunodéprimés avec l'un ou l'autre type de vaccin. Beaucoup de questions sur les variants, mais vous y avez répondu, Monsieur Fischer, sur notamment l'AstraZeneca et le variant sud-africain. Je pense que les choses sont complètes. Sur la question des indications, est-ce que, alors de bien confirmer pour les patients, mais vous l'avez également dit, mais il y a beaucoup de questions sur les personnes qui ont déjà eu le Covid, oui. Une seule vaccination suffit, quel que soit le vaccin utilisé. Absolument, c'est la consigne qui a été, enfin c'était une recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'était une recommandation du Conseil que je préside, et ça a été validé par le ministère de la Santé lundi, je crois, enfin peu importe, ces jours-ci. Donc la consigne, c'est une seule injection, et en se mettant à distance de l'épisode Covid, 3 mois, voire 6 mois. La seule exception, mais c'est un tout petit groupe de personnes, ce sont les sujets immunodéprimés. Là, il paraît raisonnable de garder 2 injections. Mais pour tout un chacun, une seule dose suffit. Pourquoi ? Parce qu'il a été montré qu'après une seule dose, il y a un rappel en termes de production d'anticorps phénoménal. Donc, ce qui est évidemment a priori une bonne nouvelle, parce qu'on peut penser que ces anticorps sont utiles pour se protéger contre le virus. Et que d'autre part, il y a un peu plus de réactions, je l'ai dit tout à l'heure, provoquées par les vaccins, quels qu'ils soient, hein, Pfizer ou AstraZeneca, chez les gens qui ont déjà fait le Covid, donc c'est pas la peine de multiplier cela. Puis enfin, après tout, ça économise des doses qu'on peut utiliser pour vacciner d'autres personnes. Il y a plusieurs questions sur les sérologies. Quand les personnes ont été vaccinées, est-ce qu'il y a une pertinence à faire des sérologies et dans quel délai ? Non, il n'y a aucune pertinence à faire des sérologies, sauf si on est curieux pour regarder si on a des anticorps. Mais en plus, il y a des pièges, parce que certains des tests sérologiques ne mesurent les anticorps que contre ce qu'on appelle la nucléocapside ou protéine N, et le vaccin, c'est la protéine S, spike. Donc, si vous regardez après un vaccin, si vous avez des anticorps antinucléocapsides, vous en avez pas. Donc, vous allez être très, très déçu, mais vous n'allez pas être déçu, c'est juste que c'est normal, puisque vous n'avez pas été vacciné avec cette protéine. Mais bon, c'est une boutade vie réelle, parce que plusieurs personnes m'ont contacté, j'ai fait mes anticorps, et j'ai pas monté mes anticorps après le vaccin, mais c'était exactement ça. Donc, c'est normal, c'était un contrôle négatif tout à fait rigoureux. Donc, mais sérieusement, il n'y a pas de justification. Ça sert à rien de doser les anticorps. C'est comme pour les autres vaccins. On se mesure pas les anticorps anti-hépatite B ou méningocoque ou autre. On se vaccine et voilà. Alors, d'autres questions plus volontaristes. Est-ce qu'il y a une pertinence à aller vers une obligation vaccinale pour les professionnels de santé ? Alors, le sujet est sur la table, comme vous le savez. J'espère qu'il n'y aura pas besoin. Je pense que ce serait mieux que cela fonctionne avec une adhésion large des professionnels de santé, encore une fois, avec en tout premier lieu l'argument d'exemplarité. Il me semble que, en tant que professionnel de santé, on doit se sentir responsable à l'égard des patients dont nous nous occupons. Évidemment parce que c'est bien de se protéger soi-même, ça c'est le minimum, parce que si on se vaccine, on préserve d'une certaine façon le fonctionnement du système de santé. Et puis, il commence à y avoir des arguments, ils sont encore modestes, donc je suis prudent dans mes propos, mais il commence à y avoir des arguments qui permettent d'espérer que les vaccins protègent contre la transmission. Donc du coup, si c'est exact, même je parle encore au conditionnel, mais les choses sont en train de bouger en termes de données cliniques expérimentales. Si c'est exact, ça veut dire quand même qu'on va réduire aussi les infections nosocomiales, ce qu'on a encore vu malheureusement récemment dans des EHPAD, où on sait, la chaîne a été clairement documentée, où ce sont des professionnels de santé qui ont infecté des personnes âgées. Ce genre de choses, aujourd'hui, ne doit plus avoir lieu. Donc, il y a tous les arguments de la Terre pour se vacciner.
Donc espérons, on est encore au début, donc on peut penser que avec des explications de ce type et que chacun relaie, et j'espère que vous en serez les moteurs dans votre région, auprès de vos collègues, en particulier, encore une fois, des infirmiers et des aides-soignants, et de quelques autres professions, kinés, orthophonistes, etc., de relayer les bonnes raisons, le bien fondé de cette vaccination. Mais si, d'ici quelques temps, pas trop lointain, ça n'allait pas mieux, là je parle à titre personnel, de toute façon c'est pas moi qui décide, mais à titre personnel, si ça va pas mieux, si dans, mettons, allez, 15 jours, on n'a pas progressé dans la vaccination des personnels de santé, qu'on a des stocks de vaccins inutilisés, ou qui seront utilisés, mais pour ce qui est pas si mal, mais enfin quand même, pour vacciner des personnes âgées de plus de 50 ans, moi je serais pas choqué qu'on mette en place l'obligation vaccinale, comme ça existe pour l'hépatite B, par exemple. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Franchement, on peut pas admettre que les professionnels de santé ne se vaccinent pas contre le Covid. C'est juste pas possible. C'est très clair. Est-ce qu'il y a un choix de vaccin pour les patients immunodéprimés ou qui sont sous chimio ou immunothérapie? Est-ce qu'il y a un vaccin préférentiel à proposer? Alors écoutez, jusqu'à il y a quelques jours, la réponse était oui, Pfizer. Aujourd'hui, avec les données que j'ai indiquées tout à l'heure, les données qui viennent de Grande-Bretagne, donc en vie réelle et sur la vaccination d'un très grand nombre de personnes qui montrent une équivalence d'efficacité, la réponse est non, c'est l'un ou l'autre. D'autres questions sur l'idée de lever les obstacles à la vaccination en ne gérant plus la question des comorbidités? En ouvrant largement, vous voulez dire. Alors, ce que je pense, c'est que les obstacles tels qu'ils ont existé assez lourdement en janvier et février sur les prises de rendez-vous, surtout pour les personnes âgées de plus de 75 ans, vont aller en se réduisant. Je dis pas qu'ils vont disparaître miraculeusement, mais ils vont aller en se réduisant pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a quand même déjà un certain nombre de personnes vaccinées qui n'auront plus besoin d'être le d'être. D'autre part, parce que l'approvisionnement en vaccins augmente. Il faut savoir qu'en mars, nous y sommes, si on additionne les doses de vaccins Pfizer plus Moderna plus AstraZeneca, on est de l'ordre de 8 millions de doses. Alors qu'en février, il y en avait à peu près la moitié qui était disponible. Donc ça, c'est un changement d'échelle d'un facteur 2. Et en avril, sauf mauvaise surprise, mais je crois vraiment plus, ça sera pas 8 millions de doses, ça sera 18 millions de doses. Donc ça va permettre d'accélérer les prises de rendez-vous et la vaccination. Et d'ailleurs, en avril, logiquement, d'après les estimations qu'on peut faire, logiquement, en avril, début avril, il devrait être possible de commencer à vacciner les personnes, disons, au moins déjà âgées de plus de 65 ans sans comorbidité. Mais on sait que l'âge 65-74, c'est encore un facteur de risque sérieux. Et peut-être assez vite, ensuite, c'est plus difficile de faire une prédiction exacte aujourd'hui, les 50-65. Donc on joue sur des intervalles de temps qui sont maintenant assez faibles. Et à contrario, si on ouvrait massivement aujourd'hui, on risquerait quand même de créer en plus grave que ce qu'on a vécu en janvier et février, un embouteillement majeur des rendez-vous, et que ce soit pour les centres ou chez les médecins généralistes ou les pharmaciens qui n'y arriveraient plus. Je pense que c'est raisonnable. On a un compromis raisonnable, à mon avis, et encore une fois, qui va évoluer très vite. D'ici un mois, on passera à une échelle encore supérieure. Pour la mise en œuvre de la vaccination, vous l'avez précisé, mais il y a eu beaucoup de questions sur ce point-là. Pour le délai avec AstraZeneca, c'est 9-12 semaines, ou vous avez dit c'est 12 semaines? 12 semaines. La préconisation a changé, c'était 9-12 jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à lundi, peu importe, fondé sur les données accessibles des essais cliniques, mais avec l'arrivée de nouvelles données, la fin de l'analyse des essais cliniques, il est clair que le résultat est meilleur pour les personnes dont la seconde dose est administrée à 12. Ils sont à 82% de protection, alors que les 9-12, ils sont plutôt à 70-75. Donc, c'est raisonnable de se fixer à 12. Donc, en gros, 3 mois. 12 semaines, c'est très clair, vous l'avez bien redit. Et alors, là aussi, votre réponse a été claire, mais les questions sont venues. Est-ce qu'il y aura des vaccins Moderna dans les cabinets de médecins généralistes? Vous aviez dit les choses pour Pfizer. Alors, c'est pas très facile parce que Moderna se conserve à -20. Alors, cela dit, il se conserve plus longtemps à +4. Moi, j'ai envie de penser
que ce qu'on peut envisager, pas tout de suite, mais dans un délai pas trop lointain, c'est au moins qu'il y ait du Moderna dans les pharmacies, déjà. Et on verra. C'est pas exclu qu'on puisse aller au Moderna. Ça va dépendre un tout petit peu des besoins et de l'organisation locale. Je pense que ça, in fine, ça sera des discussions entre les médecins généralistes et les pharmaciens avec lesquels ils travaillent. Il y aura au moins les pharmacies et peut-être les généralistes dans un second temps. Puisque vous parlez des officines, il y avait une question sur les pharmaciens, s'il y avait des surveillances particulières à faire quand le vaccin sera administré par les pharmaciens et par les infirmiers. Alors, les pharmaciens qui vaccinent, ils ont maintenant pris l'expérience avec la vaccination contre la grippe. Ils ont une formation. Et les infirmiers qui vont vacciner, ils ont une formation donc sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire avant de vacciner, qu'est-ce qu'il faut dire, quelles questions il faut poser, comment on vaccine, quelle surveillance, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas du Pfizer s'il y a un choc anaphylactique, même si c'est encore une fois tout à fait exceptionnel. Donc ils savent faire. Je sais que 85% des pharmaciens ont vacciné contre la grippe, donc c'est quand même la grande majorité. Donc ça veut dire 85% des pharmaciens ont dans leur local un endroit adéquat qui permet de vacciner, ont un réfrigérateur, etc., etc. Aujourd'hui, en ce qui concerne les médecins, à peu près la moitié se sont déclarés volontaires, les médecins généralistes. J'espère que de la moitié, on va passer à 80-90%. Avec le temps, on peut comprendre que c'est quand même du travail et une organisation qui est loin d'être négligeable, mais on peut espérer que la grande majorité des médecins généralistes vaccinent. Ils ont les locaux, ils ont le savoir-faire, ils ont des réfrigérateurs, donc ça doit pouvoir marcher aussi. Donc ça doit se passer sans encombre chez le pharmacien, grâce à l'expérience qu'ils ont acquise via la vaccination antigrippale. Il n'y a pas de raison que ça ne se déroule pas bien. Je pense que ce sera des approches complémentaires, diversifiées de la vaccination. Alors, deux questions que je vous pose en même temps qui reviennent, c'est pour les personnes qui sont à domicile et qui ne peuvent pas être déplacées, ouais. Y a-t-il un vaccin qu'il convient de privilégier? Et est-ce que l'on peut vacciner, la question est reposée souvent, avec deux vaccins différents? On commence avec Pfizer et on termine avec AstraZeneca. Pour la première question, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas une question de vaccin, c'est une question de personne. Il y a un certain nombre d'endroits, de municipalités organisés avec les centres de soins, avec les ARS, je le sais, des équipes mobiles. Alors évidemment, c'est lourd, il faut beaucoup de gens, mais des équipes mobiles pour essayer d'aller vers les gens, notamment les personnes âgées qui se déplacent mal, on peut, mais on peut penser aussi d'ailleurs sur un autre plan, les personnes en situation de difficultés sociales, les migrants, les foyers de travailleurs migrants, enfin, il y a plusieurs types de populations vers lesquelles il faut aller pour vacciner. Donc je sais qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans les régions et on ne peut que les encourager à ce qu'elles se développent au maximum pour que ces populations ne soient pas oubliées dans la vaccination. Sur la seconde question, est-ce qu'on peut mélanger les vaccins? Je dirais que idéalement non, dans la mesure où on n'a pas d'informations à ce jour sur les résultats d'une vaccination croisée. Il y aurait un vaccin AstraZeneca suivi d'un Pfizer ou l'inverse. Alors on aura des infos, parce que les Britanniques, ont lancé une étude de ce type où ils sont en train de comparer l'efficacité et la tolérance au passage bien sûr de la vaccination avec, ils combinent plusieurs possibilités, AstraZeneca suivi de Pfizer, Pfizer suivi d'AstraZeneca, et soit à 4 semaines d'intervalle, soit à 12 semaines d'intervalle. Donc ça fait 4 combinaisons. Mais on n'aura pas les résultats avant plusieurs mois. Bon, si jamais dans une situation absolument impossible, on est obligé entre guillemets de combiner, je pense que c'est pas dramatique, mais il vaut mieux respecter les schémas connus et on sait être efficace. Ce qu'on peut ajouter, c'est que si demain, je prends la situation au pire, il y avait un variant qui arrivait, qui échappait à un type de vaccin, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer, bien sûr, de revacciner avec l'autre classe de vaccins. Est-ce qu'il y a des éléments ou des perspectives pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sur la vaccination? Ce sont des questions qui reviennent. Oui, c'est une question. Alors, sur les femmes qui allaitent, il n'y a strictement aucune contre-indication de rien du tout. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que pour l'instant, les femmes qui allaitent sont pas sauf cas particulier de femmes qui auraient des comorbidités, mais l'immense majorité des femmes allaitantes ne sont pas dans les indications immédiates. Mais évidemment, elles le seront
alors, j'espère assez vite. Pour les femmes enceintes, il n'y a aucun élément inquiétant. Autrement dit, il n'y a pas de contre-indication. Il y a à nouveau pas beaucoup d'indications. Alors je sais qu'il y a une discussion, certains gynécologues poussent en disant que la grossesse est un facteur de risque en soi, ce qui est probablement juste, mais c'est un facteur de risque faible de ce que je comprends. Donc je pense pour l'instant, les recommandations, c'est ne pas vacciner, ne pas considérer comme prioritaire les femmes enceintes, mais que si une femme enceinte a une comorbidité qui justifie la vaccination, il faut le faire. Oui, pour que Monsieur Fischer se repose une toute petite minute, il y a une question plus vers l'ARS qui est posée par quelqu'un que nous ne nommerons pas, mais qui se demande pour quelle raison il y a une gestion différente pour l'ouverture de centres éphémères pour les résidences seniors versus les EHPAD, avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes à vacciner dans les résidences seniors et qu'il s'est vu refuser la possibilité d'ouvrir un centre éphémère. Alors, je n'en sais strictement rien. Je suis vraiment désolé. Je vois absolument pas la raison pour laquelle. Alors, c'est vrai que les résidences seniors, à un moment, il y a eu un débat entre la possibilité effectivement de prioriser les vaccinations en résidence senior versus les EHPAD. Leur recensement était un petit peu plus compliqué. Pour autant, les personnes qui aujourd'hui résident en résidence senior peuvent suivre le circuit de vaccination que toute personne de plus de 75 ans aujourd'hui est amenée à suivre, c'est-à-dire à prendre un rendez-vous dans les centres de vaccination existants. Très bien. Alors, on reste sur les personnes âgées. Pour quelle raison, dans les EHPAD, on refait des tests PCR au personnel qui a déjà été vacciné? Moi, je sais pas. Ouais, non, parce que dans les protocoles aujourd'hui qui existent, et vous savez qu'en Occitanie, on a la particularité de travailler nos protocoles d'intervention en EHPAD avec nos référents gériatres à la fois sur la partie est et la partie ouest de la région, et cette stratégie nous a permis d'avoir effectivement une certaine efficacité de protection dans nos EHPAD. Et là, en l'occurrence, sur ce cas précis, j'ai pas le souvenir que dans nos protocoles d'intervention, cela soit prévu. Je pense que mon collègue Bertrand Prud'homme doit être en ligne également. Peut-être qu'il a référence sur la direction de l'offre de soins et de l'autonomie. S'il a des éléments par rapport à ça, qu'il n'hésite pas à intervenir. Mais pour moi, il n'y avait pas de particularité à retester des personnes qui étaient vaccinées. Oui, bonjour à tous. J'imagine que la question porte sur des hypothèses de retest systématique dans le cadre de campagnes de vaccination, par exemple dans les situations de cluster en EHPAD. Et j'imagine que la démarche, qui est une démarche non seulement de test, mais de retest pour vérifier à intervalles réguliers la progression de l'épidémie, ou au contraire, bien évidemment, le recul de la situation de cluster. Il n'y a pas d'exclusion de cette dynamique de retest d'un professionnel de santé. Dans un certain nombre de cas, ils sont peut-être pas au bout de leur schéma vaccinal en ayant eu les 2 injections, et l'idée est probablement que la garantie n'étant pas absolue, on étend ce processus de retest à l'ensemble des résidents et des professionnels de la structure. Fort heureusement, on commence à percevoir les premiers bénéfices de la vaccination massive dans les EHPAD. Les situations de cluster sont en recul assez net. On a des taux de couverture vaccinale qui sont au-delà de 80%, et donc il faut évidemment imaginer que ces situations de test et de retest, qui je pense nous ont globalement bien protégés dans la période qu'on vient de connaître, ont vocation à être de plus en plus rares, et il faut évidemment s'en féliciter. Il y a une question qui est posée autour des structures médico-sociales, pour savoir si les règles pour le personnel des structures médico-sociales sont les mêmes que pour le personnel des établissements sanitaires, oui, y compris la question du personnel administratif, et je rajouterai une question sur les aides à domicile. Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui sont au contact de personnes âgées à risque au niveau des aides à domicile? Alors les personnes qui travaillent dans le domaine médico-social sont absolument éligibles de la même façon que
les personnes qui sont strictement dans le domaine médical santé. Et cela est vrai aussi pour les aides à domicile. Alors pour le personnel administratif, moi je pense qu'il faut être pragmatique et ça paraît logique que dans un établissement donné, tout le monde soit vacciné. Pour la vaccination, hein, c'est ça. Donc oui, des questions qui reviennent beaucoup sur les délais, mais vous y avez répondu et on se référera aux réponses déjà qui ont été données. C'était quel délai après avoir eu le Covid pour faire l'injection de vaccination? Bon, c'était 3 mois, ça est en train de passer à 6 mois, mais bon, à partir de 3 mois, c'est pas une importance majeure. Au moins 3 mois, c'est raisonnable, 6 mois, c'est bien. Écoutez, d'autres questions arrivent, mais manifestement, les réponses ont pu être données. Peut-être les personnes sont arrivées après. Je crois que nous avons fait le tour. Je demande aux collaborateurs présents si c'est bien le cas, si on n'a rien oublié. On vous laisse le mot de la fin. On vous remercie en tous les cas en ce qui nous concerne. C'était très, très clair, très précis et extrêmement important. On vous laisse conclure et puis l'ARS aussi. Écoutez, merci de votre écoute. Je ne peux que renouveler le fait que je m'y associe en tant que professionnel de santé. Je suis encore professionnel de santé aussi. Je m'occupe d'enfants avec des déficits immunitaires. Notre responsabilité collective, c'est de porter la parole de l'explication de la vaccination auprès de toute la population. Mais la population commence avec nos collègues de professionnels de santé et elle se continue avec toute la population. C'est une responsabilité majeure. Vous savez, je pense que lorsqu'on interroge les Français, les personnes dans lesquelles ils ont le plus confiance pour se forger une opinion sur la vaccination, ce sont leurs médecins généralistes. Donc les médecins généralistes, et par extension l'ensemble et les autres professionnels de santé, les pharmaciens en particulier, sont des gens de confiance que les gens écoutent. Donc mieux la plus grande qualité d'écoute et la meilleure attention sera portée aux personnes qui interrogent sur la vaccination, mieux ce sera et plus on a de chances d'arriver au résultat espéré. Et le résultat espéré, c'est vraiment de vacciner un très très grand nombre de monde parce que on peut espérer qu'il y aura une immunité de groupe, mais compte tenu des variants qui sont plus contagieux que la souche initiale, les estimations initiales qui étaient que si 70% de la population était immunisée, donc vaccinée, ce serait suffisant. Je pense que c'est pas le cas. Et l'OMS l'a encore rappelé ces jours-ci. Il faudra aller plus loin, 80, 90%, je ne sais pas. Donc l'effort va être considérable parce que on le voit bien et on le voit avec les professionnels de santé jeunes. J'ai une extension, pour moi, la jeunesse va de 20 à 50 ans. C'est une vision assez large de la jeunesse, mais à mon âge, je peux dire ça. Mais pour ces populations qui s'estiment a priori moins à risque, ce qui est vrai, hein, par ailleurs, de développer une infection sévère par le Covid, il va falloir user de beaucoup d'efforts d'information, de qualité, de pédagogie pour les convaincre que c'est leur intérêt et l'intérêt général de se vacciner avec tous les bons vaccins dont nous disposons aujourd'hui et dont nous disposerons demain. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je reprends juste la parole pour signaler le florilège de remerciements qui vous sont adressés, Monsieur Fischer, pour votre intervention. Certains en redemandent encore d'autres interventions, nous allons voir, mais en tous les cas, il y a vraiment toute une série, c'est assez exceptionnel, et une unanimité d'énormément de remerciements qui arrivent pour ce que vous avez pu apporter comme éclaircissement. Merci à vous. Eh bien, nous nous associons à ces remerciements. Merci effectivement beaucoup. Et le message à l'attention des professionnels de santé, effectivement, c'est que nous comptons sur vous. Vous avez réclamé à juste titre depuis le début de la crise des moyens de protection que vous n'aviez pas forcément d'ailleurs au début. Nous avons beaucoup travaillé à essayer d'améliorer cela et là le moyen de protection ultime existe puisque c'est la vaccination avec plusieurs vaccins en plus aujourd'hui à nos dispositions. Donc nous comptons vraiment sur vous pour à la fois utiliser ce moyen de protection à votre attention directe mais également se servir de ce que le professeur Fischer indiquait de votre position d'exemplarité qui nous permettra également en retour de protéger toute la population et notre système de santé également. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous
Bonne soirée. Bonsoir. À très bientôt. Bonsoir.